Vous êtes sur Midi 1 et soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Durant 2 jours, le centre de conférence de Diamniadio au Sénégal a accueilli la seconde édition de la conférence de l'Union africaine sur la masculinité positive. Sous la présidence effective du chef de l'État sénégalais Macky Sall et actuel président de l'Union africaine, l'événement a réuni tous les acteurs de la société africaine sous le thème « Accélérer les actions et promouvoir la masculinité positive pour mettre fin à la violence faite aux femmes et aux jeunes filles ». Acteur incontournable de cette noble cause auprès de la jeunesse au pays de la Teranga et sur notre continent, Jerry Gwenaël Azilinon, représentant des jeunes à la deuxième consultation des jeunes de la conférence des chefs d'État de l'UA sur la masculinité positive que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui. Bonjour Monsieur Azilinon. Bonjour Alexis, c'est toujours un plaisir d'être sur ce plateau et de vous retrouver une fois de plus. D'abord, Monsieur Azilinon, que représente pour vous cette rencontre et quel est son impact dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles? Cette rencontre s'inscrit dans la logique de ce qui a été fait l'année passée à Kinshasa. Donc Kinshasa a accueilli la première conférence des chefs d'État de l'Union africaine sur la masculinité positive. Et aujourd'hui, on se rend compte que dans le cadre des violences faites aux femmes, il y a énormément de choses qui ont déjà été faites, il y a énormément d'actions qui ont déjà été posées. L'un des grands chantiers qu'il nous faut encore sur lesquels il y a encore pas mal d'efforts à faire, c'est l'implication et la mobilisation des hommes. Et donc du coup, c'est pour ça que cette conférence elle a été mise en place et qu'on suit les différentes actions qui ont été décidées à Kinshasa et qui vont être décidées à Dakar également. On parle souvent de masculinité positive, certains se perdent, ne sachant pas si c'est en opposition à une certaine masculinité négative. Vous, si vous deviez définir le concept, comment définirez-vous la masculinité positive ? Je pense qu'en termes très simples, aujourd'hui, la masculinité de base, elle n'aurait pas dû être positive ou négative. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, lorsqu'on réprimande un homme ou un jeune garçon et qu'on lui dit « sois un homme », ce qu'on entend derrière le « sois un homme », c'est beaucoup de « il faut rester fort, il ne faut pas assumer tes émotions, il ne faut pas pleurer ». Et en fait, tout cela fait que les jeunes garçons, en grandissant et en devenant des hommes, deviennent des hommes qui n'ont pas d'empathie, qui ne se permettent pas eux-mêmes de vivre et d'assumer leurs émotions. Et ça vous rend du coup moins empathique envers la gente féminine et envers toutes les personnes avec lesquelles vous devez cohabiter. Et donc du coup, c'est un peu pour ça qu'on veut mettre l'accent sur le côté positif que doit du coup recourir cette masculinité-là, parce que la masculinité, elle ne doit ni être négative ni être positive, elle doit juste être masculine. Aujourd'hui, le fait d'être un homme ne doit pas avoir des a priori, on ne doit pas se dire un homme n'a pas le droit de pleurer, ce qui est très courant dans nos différentes sociétés, dans nos pays d'Afrique malheureusement. Et donc c'est un peu pour ça que le terme masculinité positive a été développé pour pouvoir pousser les jeunes garçons à être beaucoup plus hommes sans avoir à penser à des phrases qui disent un homme ne doit pas pleurer, un homme ne doit pas faire ceci, un homme doit être fort, un homme doit être violent surtout. Donc, voilà. La masculinité positive étant un ensemble de caractéristiques ou de comportements qui préviennent également la violence sexiste, quelles sont les principales bases de la masculinité positive? Donc les principales bases de la masculinité positive, déjà, c'est de permettre aux jeunes garçons de comprendre qu'ils ont le droit d'avoir des émotions et de les assumer. C'est également de permettre aux jeunes garçons de comprendre que le rapport qui doit exister entre eux et les jeunes filles et les femmes en général, ça ne doit pas être un rapport de force ou de supériorité. Ça ne doit pas être un rapport qui est rythmé par la violence, mais un rapport qui est rythmé par la collaboration, par l'entente, par la cohabitation, par la cohésion et par une communication qui fait que les jeunes garçons peuvent aujourd'hui voir les jeunes filles en égal, parce que c'est ce que le monde justement est un monde égalitaire. Les hommes autant que les femmes ont le droit d'avoir accès aux mêmes opportunités, ont le droit de vouloir les mêmes choses et sont disposés à avoir les mêmes compétences. Après Kinshasa, Dakar a été la seconde capitale de la masculinité positive. Que retenir de cette conférence de l'Union africaine sur la question ? La deuxième conférence a déjà été un premier acte pour faire le point sur ce qui s'est passé l'année passée et également sur toutes les actions qui ont été prises par les différents États en 12 mois. Par exemple, on se rend compte que des pays comme la RDC aujourd'hui ont fait en sorte que la nouvelle cohorte des magistrats qui sortent soit à 50% composée d'hommes et de femmes. Une autre règle qui est très importante, c'est que la RDC a décidé aujourd'hui, lorsque pour les élections, une liste est composée de manière paritaire, donc c'est-à-dire à autant d'hommes que de femmes, cette liste-là est dispensée des frais
qu'on doit payer justement pour recourir à ces élections. On voit également que d'autres pays comme le Bénin, par exemple, permettent aujourd'hui à la femme elle-même de pouvoir déclarer son enfant, même sans la présence du père. Des pays comme le Togo qui permettent aujourd'hui à des femmes d'accéder à des hauts postes de la magistrature, notamment par exemple à être ministre de la Défense, et ne pas juste retrouver des femmes au ministère des femmes comme on a l'habitude de le voir. Donc ça a été des actions qui sont encouragées, qui sont à applaudir, et on voudrait du coup que sur les années à venir, qu'autant d'actions soient menées par l'intégralité des pays du coup qui étaient présents à Kinshasa et qui l'ont également été à Dakar. Vous concernant, quels ont été les faits marquants de cet événement ? Aujourd'hui, cet événement a été un événement incontournable et je pense que ça va dès lors maintenant être dans l'agenda des chefs d'État. Aujourd'hui, c'était super important parce que les jeunes ont été consultés, les femmes également de leur côté ont été consultées et toutes ces recommandations ont été soumises aux différents chefs de l'État. Il y a eu des plateformes de discussion sincères. Donc, c'est des discussions, en tout cas, qui ont nourri beaucoup d'espoir de notre côté, nous, des jeunes, mais également des côtés des femmes. Et on espère que les chefs d'État et que les différents représentants des gouvernements qui étaient là vont tenir les engagements qu'ils ont pris. Et de toute façon, tout au long de l'année, on veillera à suivre les différents pays dans les avancées qui concernent les droits des femmes. Justement, quelles ont été les principales recommandations issues des échanges ? Une des recommandations importantes a été de mettre en place un système de redevabilité. Il faudrait qu'à présent, quand un État ou quand un gouvernement s'engage à faire quelque chose, nourrit un espoir chez la population, que si jamais, pour une raison ou pour une autre, elle n'arrive pas à atteindre l'objectif qu'elle s'était fixé, qu'elle puisse rendre compte, expliquer pourquoi est-ce que ça n'a pas été le cas et si c'est juste un manque de volonté, qu'il y ait des sanctions qui viennent. Je pense que l'une des choses les plus importantes aujourd'hui, c'est de se rendre compte que la plupart des pays signent la totalité du document qui est proposé. On a demandé aujourd'hui au chef de l'État, en âme et conscience, de s'approprier les recommandations qui sont faites. On comprend que sur 10 pages de recommandations, peut-être que tous les pays ne sont pas disposés à prendre en compte ou à garantir l'exécution de ces 10 pages. Mais que chaque État puisse dire, d'accord, sur ces 10 pages, moi je m'engage à en respecter 8. Moi je m'engage à en respecter 6 ou 9 ou 10 parce que c'est ce qui correspond aujourd'hui aux réalités socio-culturelles de mon pays et aux différentes politiques qui sont mises en place. Parce que ce sont des choses que nous sommes en mesure de comprendre. Et donc ce qui a vraiment été demandé au chef de l'État, c'est de s'approprier ces recommandations-là pour assurer que leur mise en œuvre soit vraiment effective. Dans son discours tenu à l'occasion de cette conférence, le président Macky Sall a appelé à un nouvel état d'esprit pour une société plus juste et plus accueillante pour les femmes et les filles. Comment y arriver selon vous ? Je pense que pour y arriver, il faudrait que chacun joue son rôle. Autant les hommes que les gouvernements, que les organisations de la société civile, il faut que tout le monde joue son rôle. Parce qu'aujourd'hui, comme on a l'habitude de le dire, la question des droits des femmes n'est pas juste une question de femmes, c'est une question de droits humains. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la question des droits des femmes, mais la population féminine représente la moitié de la population mondiale, que ce soit au niveau mondial ou même au niveau de notre continent et encore mieux au niveau de nos pays. Et donc, c'est important que j'ai l'habitude de dire, quand on a une équipe de football et qu'on veut gagner un match, par exemple, le coach Aliou Cissé, il va aller à la Coupe du Monde, il ne va pas aligner la moitié de son équipe pour espérer gagner un match. Quand on veut aller de l'avant, quand on veut vraiment se développer et quand du coup on a des ambitions pour son pays, pour son continent et pour le monde en général, ce qu'on fait, c'est qu'on met vraiment toutes ses forces et toutes ses ressources sur la table. Et aujourd'hui, la gente féminine est une ressource qu'on continue de ne pas, à laquelle on continue de fermer de nombreuses portes, que ce soit les portes des sciences ou même les portes de la vie en général, des portes de la vie économique, sociale et tout. Et aujourd'hui, si on veut également que les femmes jouent leur rôle dans la vie, il faut qu'on crée des cadres, qu'on crée des communautés, des pays, des villes qui soient beaucoup plus sûres pour elles, de sorte à ce qu'elles puissent vaquer librement à leurs différentes occupations et donner le meilleur d'elles-mêmes. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est important que chacun, en son âme et conscience, se rende compte que ce combat-là, on a tous une part à jouer dedans, qu'on s'interroge sur la part qu'on a à jouer sur ce combat-là et qu'on puisse du coup la jouer. Monsieur Azilinan, vous êtes le représentant des jeunes à la deuxième consultation des jeunes de la conférence des chefs d'État de l'UA sur la masculinité positive. Quel a été votre rôle durant les consultations ?
Donc, lors de la consultation, on a eu différents groupes de travail qui ont travaillé sur différentes questions, que ce soit les défis ou les opportunités liées à la mobilisation des hommes, le suivi de la conférence de Kinshasa, les politiques ou les outils à mettre en place pour s'assurer que les chefs d'État vont respecter les engagements qui ont été pris. Mon rôle, ça a été un peu, après le résumé de toutes ces séances de travail-là, de pouvoir avec mes collègues, du coup, produire un document qui a été présenté aux différents ministères et lors de la première plénière qui s'est tenue le 9 novembre à la CICAD au niveau de Diamniadio. Donc mon rôle, c'était vraiment d'être le porte-parole des jeunes, de m'assurer que tout ce qui a été discuté lors de cette concertation-là soit dit aux chefs de l'État, qu'ils en prennent compte et que ce soit justement des choses qui soient intégrées dans les prochaines actions qu'ils vont prendre. Merci Monsieur Djeri Gwenaël Azilinon pour cet éclairage. Merci beaucoup à vous. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.